Bien, c'est le dernier segment de notre manifestation, segment intitulé Intelligence collective au pluriel. Au pluriel, il y a évidemment un questionnement qui est évident. Est-ce qu'on peut parler d'une intelligence collective, dynamique de l'esprit, une conceptualité, une méthodologie qui finalement serait la même quels que soient les domaines dans lesquels elle est appliquée, ou au contraire, est-ce que chaque domaine va donner sa propre définition de l'intelligence collective? Donc nous avons réuni des représentants de 4 domaines tout à fait différents. Il y a une certaine hétérogénéité de nos invités. Donc voilà, on n'a pas mis de plan de table auparavant, donc je vous découvre. Émilie Cassantini, qui est médiatrice culturelle au musée Granet, donc le monde des musées. Stéphane Salvetta, qui est vice-président de l'Union maritime et fluviale. Nous avons Frédéric Gracianette, qui est directeur du centre de formation Provence Rugby. Voilà, aux épaules, je m'en doutais. Et puis Franck Araujo, qui est, alors là, c'est présenté comme accélérateur M. C'est-à-dire, je suppose qu'il est responsable de cette start-up qui a été, excusez-moi l'expression, qui a été incubée au CISAM, qui est donc une structure d'avenir. Et donc la question, donc le monde de l'entreprise, donc le monde du sport, le monde de l'art, le monde de la, comment dirais-je, du service public, pourrait-on dire, et puis le monde du sport. Et la question que j'aimerais poser, c'est une question qui pose sur la fonction de l'intelligence collective. Est-ce que l'intelligence collective répond à une situation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une certaine instrumentalité de l'intelligence collective, ou est-ce que l'intelligence collective est une dynamique permanente qui permet, dans chacun de vos domaines, à ce que les réalisations s'enchaînent les unes aux autres? Vous acquiescez, donc je vous passe la parole. Oui. Alors, l'Union maritime, c'est une organisation professionnelle qui réunit toutes les professions maritimes autour du port. Nous en avons 26 et c'est un cas unique en France et dans le monde. Alors, je pense que la dynamique dans le monde portuaire, ça a d'abord été la difficulté dans les années 70, 80 et 90 de pouvoir vivre des activités portuaires parce que nous avions un port avec de fortes grèves qui a fait qu'on a reculé pratiquement en 20 ans de 30 places au niveau mondial, au niveau des échanges mondiaux. Donc la profession s'est réunie, mais ce sont des différents syndicats qui avaient parfois plus d'un siècle, qui se sont réunis ensemble dans une maison commune avec des salariés communs et qui ont créé aussi on peut appeler ça une start-up à l'époque, dans les années 85, qui a permis de dématérialiser le suivi du transport dans le port. Donc nous avons été le premier port au monde sans le papier. On pouvait sortir ou entrer de la marchandise sans avoir de coup de tampon. Et cette société qui réunit toutes les professions, donc là on rentre dans la dynamique, c'est la deuxième partie de votre question, de manière continuelle amène un dialogue collectif. Et ce dialogue collectif, souvent, il est attaqué par l'État, il est attaqué par différentes organisations, parce que nous avons des syndicats qui peuvent être en compétition avec des sociétés qui sont des fournisseurs, des clients, etc., puisqu'on regroupe toute la chaîne. Et l'esprit collectif, je pense qu'il faut le construire pratiquement au quotidien, parce que ça dépend souvent de personnalité, ça dépend je pense qu'il faut savoir parfois se dire il vaut mieux faire des efforts pour que l'autre soit content, c'est-à-dire qu'il ne faut pas humilier l'autre. Et souvent dans beaucoup d'activités avec différents intervenants, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va être plus puissant que d'autres. Donc aujourd'hui, nous, c'est les compagnies maritimes qui vont vouloir absolument avoir la main mise sur tout, que ce soit sur l'informatique, sur les échanges. Et le collectif permet souvent de se défendre contre le plus gros.
Donc aujourd'hui, on peut même dire que le port de Marseille est un port démocratique, puisqu'il permet à des petits comme à des grands, à des gros, de pouvoir travailler sur le port avec des tarifs qui sont équivalents. Dans tous les ports autour de celui de Marseille, le plus gros aura toujours des tarifs, aura toujours des avantages que n'aura jamais le petit. Et nous, ça nous a permis, dans le microcosme marseillais, d'avoir des PME ou des petites sociétés qui sont toujours en vie et qui peuvent se battre face à des mastodontes internationaux. Merci d'avoir prononcé le mot de démocratie, parce qu'effectivement, un exemple évident, immédiat, d'intelligence collective, c'est la démocratie, ou devrais-je dire, ça pourrait être la démocratie. Donc là, vous décrivez une intelligence collective dans la continuité. Si je pense à l'exemple d'une équipe de rugby, l'intelligence collective, elle se réanime à chaque match, à chaque rencontre. Et comment est-ce qu'il est possible, au sein d'une équipe, de créer une intelligence collective qui soit permanente d'une certaine manière? Bonsoir. Alors pour débattre un petit peu par rapport au sport avec lequel je fonctionne, et pour ceux qui connaissent un petit peu le rugby, c'est pas qu'un sport de bourrin, c'est pas que du rentre-dedans, je tiens à le préciser énormément. Sachez, juste pour mettre un petit préambule, que aujourd'hui les meilleurs joueurs de rugby sont des ingénieurs. Il n'y a pas de hasard, vous allez vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui, au niveau du rugby et du sport en général, du sport collectif énormément, on conditionne deux types de paramètres, des paramètres stables, qui sont les rôles de chacun, la connaissance de l'autre et la stratégie. Je vais prendre un exemple sur un autre sport que vous connaissez peut-être mieux que le rugby, le foot. On sait tous que Mbappé court très vite et on sait tous qu'il est là pour marquer des buts. Ça, c'est stable. Quand je joue avec Mbappé, je sais que si je tape fort, très loin, il va aller plus vite que tout le monde, il va prendre le ballon, il va marquer. Et puis il y a des paramètres dynamiques qui sont ceux qu'on n'a pas préparés en amont de la rencontre, de la compétition qui se déroule toutes les semaines en plus pour nous, 2 fois par semaine pour certains sports. Et ces paramètres dynamiques sont justement ceux qu'on n'avait pas anticipés, qu'on n'avait pas prévus. À savoir que Kylian Mbappé peut avoir 2 défenseurs sur lui. Et là, c'est plus compliqué de lui donner le ballon. Sauf qu'on n'avait pas travaillé, c'est la semaine d'entraînement. Et c'est là qu'on découvre les meilleurs joueurs en général. Ces meilleurs joueurs qui sont capables de gérer et ces paramètres stables et ces paramètres dynamiques. Alors on les travaille au quotidien en fait. On les travaille sur les entraînements en mettant des situations prévues, pas prévues, on anticipe des choses. On analyse nos adversaires parce que c'est un milieu hyper compétitif évidemment. Alors on analyse nos adversaires à la vidéo, on estime qu'ils ont un point faible côté gauche et on se dit qu'on va les attaquer de ce côté-là. Sauf que eux, dans la même semaine, leur entraîneur il s'est aussi rendu compte qu'il y avait un problème de ce côté-là et toute la semaine ils l'ont travaillé. Et du coup, on arrive le jour du match, on veut attaquer ce côté-là, ah mais ça marche plus. Et donc si pendant la semaine on n'a pas anticipé d'autres choses, si on ne s'est pas préparé aussi à se dire on a des points forts, des vrais points forts qu'on peut utiliser en permanence, bien on se plante en fait, tout simplement. Et donc aujourd'hui on est sur des sports co. Alors le rugby par exemple c'est un squad de 50 joueurs, il y en a 15 qui jouent, il faut que ces 50 là soient capables de répondre de la même manière au même moment. Donc c'est un travail permanent, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas que du rentre dedans. C'est permanent. Aujourd'hui, on va chercher des leviers bien plus lointains que cela, c'est-à-dire qu'on fait de la thématisation. On est capable de leur demander de créer des histoires, d'utiliser l'actualité. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a un match contre une très grosse équipe. Toute la semaine, on va leur parler d'Astérix et Obélix, le petit village gaulois, peut-être. Et à travers ça, ils vont se créer des choses collectives. Essayer de ressembler à ça en fait le jour du match à travers tout ce qui aura été appris dans la semaine. Ça, ce sont des choses qu'on met en place. On travaille aussi sur dans la semaine. Nos jeunes par exemple, ils ont une séance par semaine sur ça et sur d'autres thèmes que le sport co, ou du moins que le rugby. Et on leur propose certaines activités
ou ils doivent être capables qu'ils ne connaissent pas en amont, ils ne le savent pas, ils ne préparent pas. Et justement, sur cette périodisation tactique, on leur demande de s'adapter à des situations, ils ne connaissent pas leur équipe en amont, par exemple. On dit, vous faites un travail par 3, par 4, mais ils ne savent pas avec qui. Voilà. Et ils ont très peu de temps pour se dire, on est ensemble, comment on fonctionne, on se crée notre référentiel commun, et on répond à une situation. Et ça, on le travaille toutes les semaines, de telle manière à ce que le week-end, bien voilà, on a nos certitudes, parce qu'on a travaillé toute la semaine. Pendant la semaine, on a prévu l'imprévisible, quelque part, mais ça n'existe pas, il n'y en a jamais assez. Et voilà, et c'est un travail qui se fait tout au long de la carrière du joueur. Franck, en gros, je ne comprends pas comment ça fonctionne un incubateur, et comment est-ce qu'on peut parler d'intelligence collective au sein d'un incubateur, dans la mesure où il y a quand même un esprit de compétition. On est dans un monde, disons, un peu pro-capitaliste, où il faut y arriver, il faut être sur le marché. Et donc, d'une certaine manière, on peut être dans une dynamique de rivalité avec les autres agents qui sont en train de travailler sur leur propre projet dans un incubateur. Donc, comment se fait-il que malgré tout, on puisse parler d'intelligence collective dans une structure telle qu'un incubateur? Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Permettez-moi déjà de précision, je n'ai pas eu l'occasion de me joindre à la session de préparation, et donc mon nom c'est bien Franck Arrojo, c'est d'origine portugaise et non pas d'origine espagnole. Et je dirige non, je tiens parce que j'ai fait mes études ici, justement dans le département portugais. L'accélérateur M, c'est avant tout une structure d'accompagnement. Elle n'est pas incubée à la CISAL. En fait, elle fait partie intégrante de la CISAL. La CISAL étant la Cité de l'innovation et des savoirs ex-Marseille, qui d'ailleurs est un exemple d'intelligence collective, puisqu'elle-même est composée de 4 structures. Évidemment, la structure incontournable, c'est AMU, puisque c'est la principale structure instigatrice de ce projet, qui va faire des bébés, puisque d'autres CISAL vont naître sur le territoire, et notamment une ici à Schumann. Je crois qu'elle sera d'ailleurs focalisée sur les industries culturelles et créatives. C'est tout un programme d'intelligence collective. Et ensuite, 2 industriels de renom, la CMA-CGM avec son incubateur accélérateur The Box, et enfin l'Occitan avec le Obratory. Et l'accélérateur M, qui est le tout petit dernier, que j'ai l'honneur d'animer et de diriger, c'est grâce à la métropole et un florilège d'institutions publiques qu'il est né il y a environ 3 ans et demi. Que propose l'accélérateur M? Des programmes d'accélération. Là aussi, tout un programme. En fait, c'est comment on accompagne des projets innovants sur des thématiques que je vais citer juste après, à changer d'échelle, mais à tous les niveaux et toutes les étapes du cycle de vie d'un projet entrepreneurial. Alors, on le fait pour les projets qui sont en lien avec les industries culturelles et créatives, justement, je viens de citer. On le fait aussi pour ce qu'on appelle les blue tech, tout ce qui est en lien avec l'économie bleue, donc le port, la mer. Et enfin, on le fait aussi pour ce qui concerne la Smart City. Et j'ai beaucoup aimé la table d'avant, puisqu'on parlait de cyberéconomie. C'est vraiment un thème qui fait écho à ce qu'on traite. Comment, dans un accélérateur, ou un incubateur, parce qu'on ne va pas épiloguer sur l'étymologie, on fait de l'intelligence collective. Alors, moi je préfère passer par des exemples très très concrets. Il y a par exemple, il y a tout plein de méthodes. Le co est très à la mode. On co-construit, on co-développe, on co-produit. Bon, on vient du collectif. D'ailleurs, on parle souvent aussi d'intelligence collaborative. Parce que faire naître un projet entrepreneurial, c'est justement faire collaborer plusieurs parties, qui au départ ne collaboreraient pas naturellement. Et là est la difficulté. Et je vais prendre un exemple, j'en prendrai peut-être un autre tout à l'heure si j'ai l'opportunité de reprendre le micro. On fait travailler les porteurs de projets, femmes, un exercice qui est aujourd'hui incontournable et qui s'appelle, que vous connaissez tous, qui s'appelle le pitch. Il y a différents types de pitch. Il y a des pitch médias, c'est de face caméra. C'est pas simple de se retrouver face caméra. Il y a l'élévateur pitch, le fameux élévateur pitch. Vous êtes dans un ascenseur, vous avez 1 minute. En 1 minute, vous avez la chance de rencontrer Xavier Niel ou peut-être quelqu'un d'autre qui en capacité d'investir dans votre projet, vous devez le convaincre en 1 minute. Vous avez le pitch investisseur qui peut durer 10 minutes. Bon, tout ça, c'est de la méthode. Mais ce qui est intéressant dans l'intelligence collective qu'on est capable de mettre en œuvre, c'est tous les regards croisés.
Et finalement, un projet qui est pitché par son porteur, eh bien, il va bénéficier avec toute la bienveillance qui sera... Parce qu'il ne faut pas oublier de choses, et ça a été dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vois mon ami Aurélien Béguet ici, qui intervient à l'accélérateur, puisqu'il est un des experts sur le design de service. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il va apporter des outils. Il sera appuyé aussi par un autre type d'accompagnant qui sont les coachs. Le coach va travailler, lui, sur la personnalité. Parce que la vie d'un entrepreneur en devenir n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir gérer les phases quand on est en bas, c'est-à-dire bien dans le creux de la vague, ou même quand on est en haut, parce qu'on peut vite s'enthousiasmer parce qu'on a levé 500 000 euros ou 1 million d'euros. Et il y a aussi les mentors. Les mentors sont plutôt des entrepreneurs aguerris qui vont partager du réseau, qui vont partager de l'expérience. C'est déjà un jeu collectif, puisqu'on va avoir 3 types d'accompagnants qui vont venir apporter leur pierre à l'édifice. Mais celui qui va garder les rênes, ça va être quand même celui qui porte l'idée entrepreneuriale. Et lui, eh bien, en bénéficiant de tout ça, et en bénéficiant aussi de ses pairs, du regard de ses pairs, on organise tous les mardis après-midi des pitch training. Et bien là, on a des experts, on a des coachs, on a des mentors, mais on a aussi et surtout en fait des entrepreneurs et des entrepreneurs de devenir qui viennent apporter leur regard croisé. Et là, je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par une personne qui est intervenue. C'est du jus de cerveau, tout simplement. Et la somme des parties est bien plus importante, comme a dit un autre intervenant que je ne vois pas, que finalement des parties isolées. Bon, je reprendrai peut-être la parole tout à l'heure. J'ai un autre exemple concret d'intelligence collective qu'on peut faire aussi dans un incubateur ou un accélérateur. Je pénètre dans un musée, j'achète un ticket ou non, si le musée est gratuit, je me promène, j'arpente les salles, je suis en dialogue singulier avec les œuvres qui sont exposées. J'ai l'impression que le musée, c'est véritablement le domaine de la subjectivité individuelle. Où est-ce que l'intelligence collective viendrait jouer dans ce que le visiteur d'un musée est amené à rencontrer? Alors j'avoue que, bonsoir, ça fait seulement quelques jours que je m'interroge sur cette notion d'intelligence collective que j'ai jamais approchée, qui fait l'objet de stratégies visiblement très élaborées, c'est très théorisé en fait. Et je ne saurais pas trop répondre comme ça à votre question, mais j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pouvais l'aborder ce soir, cette question. Et comment est-ce que moi, déjà, je l'ai déjà vécu, ressenti, perçu. Je me suis demandé à quel moment est-ce que j'avais commencé à l'apercevoir. Et j'ai réalisé, en fait, en discutant, en préparant, que voilà, moi, je viens de l'histoire de l'art. Et j'ai eu la chance de passer par un master professionnel en médiation culturelle, et qui est dans l'intermédiation. Il y a qu'est-ce qui se passe entre les choses. Et j'ai eu la chance, juste après, de commencer à travailler au muséum au moment de son ouverture. Et du coup, ça m'a obligée à décloisonner mon regard qui était vraiment centré sur l'art. Bon, après, moi, je pense qu'à travers l'art, on peut parler de tout. On peut parler de philo, on peut parler d'histoire, on peut parler de toutes les thématiques qui nous traversent en tant qu'être humain. Mais du coup, ce musée a ce côté qui décloisonne et qui est interdisciplinaire, qui est transdisciplinaire. Et je me dis que c'est déjà une première forme, c'est pas que une première forme, c'est une expression d'organisation collective, parce qu'on va approcher des thématiques de société complexes, comme le genre ou comme les religions, à travers encore l'histoire, à travers la géographie, la géopolitique, à travers l'art. On a des œuvres qui ont été cultuelles, qui deviennent culturelles, on a des œuvres d'art contemporain. Et comment est-ce que tous ces champs d'approche peuvent concourir à une pensée riche en fait, sur les sociétés et nous faire sortir un petit peu de nos idées préconçues. Et du coup, j'ai jamais réalisé, c'est ce soir que j'ai réalisé, le lien avec ma pratique d'aujourd'hui, donc où je suis médiatrice culturelle dans un musée de beaux-arts. Du coup, j'ai dû resserrer alors que j'avais dû ouvrir à plusieurs disciplines. Et finalement, on parle des musées citoyens, on parle de ces musées qui sont censés s'ouvrir au plus grand nombre et parler individuellement en même temps à chacun. Et il y a pourtant une approche qui est souvent celle de l'histoire de l'art. Alors qu'on peut aborder les œuvres d'art par d'autres biais. Et donc moi, je travaille plus particulièrement
à l'intention des étudiants, des publics étudiants, qui fréquentent le moins le musée. Et je me dis comment est-ce qu'on peut essayer de les intéresser. Donc on a un événement annuel qui s'appelle la Nocturne étudiante. Et l'idée c'était appel à projet, proposition libre, vous êtes passionné de quelque chose, présentez l'œuvre sous un angle un peu nouveau, qui ne soit pas celui de l'historien de l'art, qui ne soit pas celui du conservateur. Vous êtes musicien, jouez un morceau de musique, vous êtes poète, écrivez un poème au sujet d'un tableau, etc. Et en fait ça a donné lieu à... Il y a un étudiant en lettres-écriture qui s'est mis à écrire une petite pièce, une scénette de théâtre qui a été jouée et qui a vraiment cartonné. Puis il a commencé à bosser avec des étudiants qui faisaient du théâtre. Donc lui, il écrit à partir de son domaine d'études, il a développé une compétence qui vient croiser, du coup il y a quelque chose de collectif, avec un champ qui est celui de l'art, pour créer avec des comédiens en herbe, finalement ce spectacle adressé à une audience plus large, qui ne va pas rentrer dans un discours d'experts, etc. Et du coup, ça m'a donné l'idée de parler avec les enseignants, les responsables de départements universitaires. Et là encore, il y a cette idée de croisement, de quelque chose qui est entre, qui fait lien, et d'expertise. En fait, chacun peut apporter son champ d'expertise pour parler d'art. Donc, voilà, il va y avoir des scénettes de théâtre, il va y avoir des étudiants en théâtre qui vont jouer, département d'histoire de l'art. L'idée, ce serait de bosser avec des étudiants qui font de la philo, et je me dis, en fait, ce soir, peut-être avec des étudiants en graphisme, pour pouvoir faire avec des étudiants qui vont devenir des futurs ingénieurs, et à la fois, on est dans la professionnalisation des étudiants. On est dans de l'expérimentation pour les départements universitaires. Et puis, on est dans un musée qui diversifie ses approches et les regards qui sont portés sur les œuvres. Stéphane Salvetin, vous avez parlé de la composition de l'Union maritime et fluviale, de la convergence de divers syndicats. Et je me demandais, est-ce que, pour que l'intelligence collective soit efficace, faut-il qu'il y ait un intérêt commun? Je pourrais poser la question d'une autre manière, parce qu'en réfléchissant à ce qui est votre décor, si j'ose dire, la mer, l'eau, etc., le mot qui me venait, c'est celui de solidarité. On le sait, on a bien vu, le drame migratoire le montre, il y a solidarité des gens de la mer que les gens sur la terre ferme parfois oublient d'exercer. Est-ce que intelligence collective et solidarité peuvent être d'une certaine manière synonymes dans la mesure où il y a un intérêt commun qui prédétermine cette intelligence collective? Alors, effectivement, il y a un intérêt commun, c'est que tout le monde, c'est que l'activité puisse marcher et qu'on tire dans un même sens. Ça, c'est évident. Après, pour la solidarité, alors, dans l'Union maritime, il y a les métiers, on va dire, de mer, les pilotes, les lamaneurs, les activités sur des bateaux qui peuvent être diverses. Et puis, il y a aussi les gens qui viennent de la terre, comme moi. Donc, moi, je ne suis pas un marin. Et ce n'est pas pour ça que je ne suis pas solidaire. Mais effectivement, il est vrai que quand on parle avec des marins, on sent cette solidarité par rapport au danger, par rapport même à l'étranger qui tombe à la mer. On sent tout ça. Il y a vraiment un fond culturel qui est assez important là-dessus. Ensuite, je crois effectivement qu'il y a une solidarité entre les différentes professions. C'est vrai que sur un bateau, étant donné qu'il y a différentes professions qui vont arriver, qui vont par exemple accueillir, donc il y aura les pilotes, il y aura les remorqueurs, les lamaneurs, les gens qui vont faire la réparation, les gens qui vont avitailler le navire. Ils ont l'habitude, on peut très bien avoir une équipe de 9-10 personnes, mais qui va travailler autour d'elle avec plusieurs professions et des centaines de personnes. Donc il y a cette habitude effectivement du travail collectif et du respect de la différence et du respect de l'autre. Aussi dans le travail collectif, il y a bêtement souvent je dis, c'est de ne pas croire que l'autre est un con. Et souvent j'ai remarqué ça dans différents ports ou dans différentes activités, ça peut être dans n'importe quelle activité d'ailleurs,
c'est que l'autre, et parfois, on ne veut pas essayer de le comprendre. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de dire à ceux qui appartiennent à la même profession, au même ceux qui font exactement la même chose, qu'il faut comprendre l'autre. Et que si on ne comprend pas l'autre, on n'arrive pas à bouger collectivement. Voilà. Si on ne regarde que par son prisme, ben on restera coincé dans son monde. Et comme on intervient ici dans une université qui est quand même célèbre, notamment pour les langues et pour l'interculturalité, je crois que c'est vraiment ça, c'est comprendre l'autre, qui peut être à côté de nous, comme il peut être loin. Et je crois que ça, c'est très important. Dans l'esprit collectif, ça part de là. On a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous parler du rugby de l'intérieur. Vous avez eu raison de préciser, c'est pas un sport de bourrin. Il n'empêche que quand on pense au rugby, en tout cas quand je pense au rugby, une figure, je parle presque de chorégraphie, là, qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est celle de la mêlée, le pack. Est-ce qu'effectivement la raison d'être du rugby, c'est cette définition-là, faire corps, un corps collectif, et si effectivement dans le rugby ce corps collectif est crucial, dans ce cas-là, comment peut-on parler d'intelligence collective? Oui, effectivement, je ne vais pas vous contredire, hein, c'est le travail de la mêlée, il y a les joueurs qui sont au front, qui sont peu nombreux, qui sont 3, sur un groupe de 8, en général, de 8 contre 8, ce sont des impacts violents. C'est 1000 kg face à 1000 kg, et quand je suis sur le front, je prends 1000 kg en fait. C'est que le poids, et de la vitesse dedans, et ainsi de suite. Il est clair que ces 1000 kg, si je suis tout seul, si je ne suis pas lié avec les autres, si je ne suis pas coordonné avec les autres, si je n'ai pas anticipé, il est évident que je vais me faire secouer. Alors au rugby, en plus, ça peut aller très loin jusqu'à des blessures, évidemment, hein, puisque c'est un sport de copains. Mais oui, évidemment qu'on est obligé de faire corps tous ensemble. On est dans l'obligation de pouvoir répondre de la seule façon collective. Et c'est justement où nous, sur le rugby, on fait en sorte qu'il n'y ait aucune réponse individuelle. Parce que celui qui va vouloir répondre tout seul, eh bien, on va se retrouver à 2 groupes, 1 plus 7 par exemple. Et on se fragilise. Et le 1, il perd forcément, et les 7 sont moins bons. Et d'où l'importance pour nous, par exemple, de former des leaders. Que ce soit clair pour tout le monde aussi, et plusieurs types de leaders. On a des leaders stratégiques, on a des leaders de combat, on a des leaders de collectif, j'ai envie de dire, des garçons qui font en sorte qu'en 2 mots, ils ont ramené tout le monde vers le même objectif, par exemple. Voilà, il y a tout type de leaders, des leaders de cohésion, donc des leaders d'ambiance aussi, il y a un petit peu tout ça. Mais la formation des leaders pour que ce groupe existe en permanence, ce collectif existe en permanence, existe bel et bien. Et puis pour aller un petit peu plus loin, c'est que on est dans un milieu tellement concurrentiel parce qu'on a des adversaires qui changent tous les week-ends que on fait un peu tous la même chose, hein, on se copie un peu tous. Et que celui qui innove aura toujours un temps d'avance. Et nous, on est obligé de faire en sorte d'avoir toujours un temps d'avance dans le collectif. Et donc par rapport à ça, on est toujours à la recherche de... Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une Coupe du Monde en 2023. C'est déjà trop tard en fait. Le staff du 15 de France est venu il y a 2 semaines sur Aix-en-Provence pour travailler sur leur méthode d'entraînement de la Coupe du Monde dans un an. On a pu filmer tout ça parce qu'ils disaient de toute façon c'est déjà trop tard. Ce qu'on va proposer dans un an, c'est presque déjà le passé en fait. Et donc on a aussi cette démarche de chercher collectivement avec des staffs le 15 de France, c'est 30 personnes dans le staff, de chercher tous ensemble quel sera l'avenir pour essayer d'avoir toujours ce temps d'avance. Je reviens un instant, vous évoquiez la mêlée et vous avez employé le terme de coordination. C'est-à-dire que même au sein d'une mêlée, il y a une intelligence collective. Et oui, évidemment, parce que l'idée de la mêlée, c'est de pousser tous ensemble, en tout cas d'avancer sur une poussée. Et c'est très mécanique ce que je vais vous dire, mais c'est celui qui a les 2 pieds au sol, il va pouvoir pousser avec 2 jambes.
Mais si, en parallèle, on est ensemble tous les deux, et que lui, il a levé un pied, on va pousser à 3 pieds et pas à 4. C'est tout bête, hein, mais voilà. Et donc, si on n'est pas ensemble, si on n'a pas travaillé ensemble, peut-être que sur l'impact, on va reculer un petit peu, donc, et c'était pas prévu, et du coup, moi, je vais reculer un pied, et pas lui. Et du coup, voilà, on est obligé de s'adapter sur le moment, parce que sinon, c'est la foudre derrière. Voilà. J'ai hâte d'entendre votre deuxième exemple, mais en même temps, j'ai une citation de Jean-Jacques Rousseau que je voulais absolument partager, que je trouve extraordinaire. C'est dans le contrat social, et après tout, Rousseau pense l'intelligence collective en proposant cette notion de contrat social qui, on le sait, amènera à la Révolution française, qui est aussi un autre exemple historique d'intelligence collective. Rousseau dit « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne ». Alors maintenant, essayez de placer votre exemple. Merci pour le défi, Alexis. Mais je vais quand même persévérer et je vais reprendre aussi la question que vous aviez posée à mon ami de l'UMF. Si effectivement il y a un destin commun, et ce destin commun peut dessiner cette intelligence collective. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, on va reprendre des méthodes, hein, c'est des techniques, tout simplement, hein, d'animation. Ce qu'on a fait dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, notamment, je ne vais prendre que des exemples liés à AMU, hein, puisqu'on est ici chez AMU, et que la CISAM est si chère à notre président Berton. On l'a fait à l'IAE, on l'a fait aussi à Polytech. D'ailleurs, à Polytech, c'est assez intéressant parce qu'on l'a fait aussi dans le cadre d'un Open Lab, donc d'un projet qu'on a remporté à l'accélérateur M, formulé par Civis. Civis, c'est ce consortium d'universités européennes dans lequel AMU est fondatrice. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle, pardon pour l'anglicisme, hein, mais c'est ce qu'on appelle des business games. Donc, on va installer dans une dynamique de jeu comment on va créer des business, en fait, hein, donc des startups, on appellera ça des startups, des entreprises, des idées d'entreprise. Et pour le faire, bien évidemment, ce qui est important, c'est déjà de cadrer, poser un cadre et établir les règles. Ça a été dit dans plusieurs des tables rondes qui nous ont précédés. Donc là, c'est un invariable qu'il faut évidemment respecter. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les groupes qui se forment, eh bien, que ce soit en un jour, parce qu'on peut le faire, d'ailleurs, il y a les 36 heures chrono de Pépite, hein, c'est déjà, et puis je vois là une animatrice de Pépite, donc c'est le clin d'œil, c'est déjà le cas, c'est un business game, c'est quand des étudiants vont en un temps record pouvoir formuler une idée d'entreprise qui parfois va d'ailleurs se traduire par une vraie entreprise. On a pris le modèle d'un, malheureusement, américain, c'est vrai qu'ils sont assez souvent en avance sur le sujet, qui s'appelle le Startup Weekend. Ça marche très bien, on y participe très régulièrement, d'ailleurs ce soir, l'accélérateur l'after du Startup Weekend, et c'est sur la base de ces techniques d'animation qu'on a créé nos propres business games, qu'on a appliqué donc à l'IAE, qu'on a appliqué aussi à Polytech. Ce qu'on remarque, puisqu'on est là pour parler d'intelligence collective, c'est qu'effectivement, une fois qu'on installe les participants dans cette dynamique de co-création, je reviens au co, hein, parce que du co, il y en a partout du coup, eh bien, ils vont forcément arriver à accoucher d'un projet formalisé, qui va d'ailleurs se traduire, encore une fois, par la technique du pitch. Et je dois dire que ce qui devient intéressant, c'est d'analyser la qualité de ces projets, parce que ce qui va en faire vraiment la qualité, c'est pas tant le score que les membres du jury vont donner. C'est est-ce qu'effectivement ces projets vont vraiment se traduire par des entreprises concrètes. Au Startup Weekend, sur 6 ou 7 ou 8 éditions, je crois qu'on a vu naître une quinzaine d'entreprises. Aujourd'hui, il y en a encore une douzaine en vie. Donc finalement, ça marche. On en a un peu moins dans la sphère universitaire qu'on traite, à savoir l'IAE et par exemple Polytech. Mais ce qui est encore plus intéressant de noter, c'est que quand on est un peu monolithique, c'est-à-dire que quand Polytech, c'est tous des ingénieurs, à l'IAE, c'est tous en principe des businessmen, pour devenir businessmen, en tout cas des bons gestionnaires, etc. Quand c'est monolithique, même si les projets peuvent être de qualité, assez rarement ils vont aboutir à la création d'une entreprise. En revanche, quand on arrive à mélanger ce qui arrive au Startup Weekend ou dans d'autres, on l'a fait par exemple à l'école de la deuxième chance aussi, et là on voit apparaître des choses assez fantastiques. Eh bien, les projets
prennent corps, vraiment, vraiment. Et on se dit que la force du collectif, c'est ce qui a abouti finalement à ces belles idées de qualité qui vont prendre forme sous la forme d'un statut juridique quelconque et qui vont exister ensuite avec la petite carte d'identité qui s'appelle le SIRET pour les entreprises. Mais, et il y a toujours le mais, il faut quand même un leader. Donc le leader doit apparaître, parce que s'il n'y a pas de leader, eh bien il n'y aura pas d'entreprise. Et là, pour le coup, ça s'oppose un petit peu au collectif. C'est-à-dire que s'il n'émerge pas un leader dans l'équipe, donc dans le collectif qui va générer l'idée d'entreprendre et le business model qui va permettre la concrétisation de l'entreprise, eh bien, il n'y aura pas d'entreprise. Donc là aussi, il y a peut-être une espèce de dichotomie entre le collectif, l'intelligence collective, le collaboratif, parce que j'oublie de dire qu'il n'y a pas de business game sans les accompagnants qu'on appelle communément les coachs, même si là on galvaude un petit peu le rôle du coach. Eh bien, justement, il faut faire émerger un leader. Et je pense qu'au rugby, c'est un peu pareil dans les sports co. Évidemment que la force du collectif, et la mêlée, on vient d'en avoir une très très belle illustration, mais s'il n'y a pas de leader, à un moment donné, ça va être compliqué, on ne saura pas où il faut aller. Je tenais à préciser. Est-ce que c'est un leader vraiment ou un représentant? Dans les structures démocratiques, on a des représentants. Et donc l'intelligence collective nomme ses représentants et donc ne se sent pas lésé, le collectif ne se sent pas lésé, puisque la désignation du représentant émane de cette intelligence collective. Est-ce que c'est un cas similaire? C'est le leader et non pas le représentant, parce que le leader, il va devoir prendre des décisions et parfois très vite. Et s'il n'est que le représentant, il va peut-être se perdre dans les consultations qu'il devra faire auprès de ses coéquipiers, puisqu'il n'est que le représentant et non pas le leader. Donc ça, c'est très important dans une logique entrepreneuriale. Émilie Cassantini, vous avez évoqué les collaborations que vous construisez avec, par exemple, AMU, par exemple l'université, mais par ailleurs, il y a aussi d'autres collaborations avec des mécènes, j'imagine, ou avec l'État. C'est-à-dire que là, on est passé à une autre conception. On n'est plus dans les individus qui travaillent ensemble, mais les institutions qui travaillent ensemble. Est-ce que dans votre expérience, donc au Musée Granet, puis dans d'autres institutions muséales, est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que précisément il y aurait aussi besoin d'une intelligence collective au niveau des institutions? En termes de partenariat avec des institutions, déjà, celles qui me viennent en premier lieu à l'esprit, c'est les institutions culturelles, les autres institutions culturelles, parce qu'il y a des regards croisés, il y a de la danse au musée, il y a des conférences, il y a du cinéma, donc voilà, on peut travailler avec différentes institutions de Aix et de la région. Entreprises, il y a forcément des collaborations, je ne sais pas trop mon domaine. Des mécènes, bien sûr, il y en a pour les expositions. Il y en a aussi, par exemple, on a la MGEN qui est le mécène qui nous a aidé à développer un projet numérique au musée. Donc, est-ce que le mécène participe à l'élaboration du projet? Oui, justement, parce que ça a parlé à la MGEN, parce qu'il s'agissait, à travers cette application numérique, de développer quelque chose pour les publics en situation de handicap. Puis ensuite, on s'est dit, c'est dommage de restreindre qu'à ça, parce qu'en fait, c'est des potentiels qui nous sont apparus finalement par la suite. On s'est dit, on pourrait faire différents parcours, certains pour les publics en situation de handicap, mais qui pourraient servir à tout public, et puis en développer d'autres. Et du coup, oui, il y a ce croisement des regards dont naît quelque chose qu'on n'avait pas prévu au départ, mais qui permet de faire évoluer le projet. Et ces mécènes, finalement, ils ont tout leur sens, ça a tout son sens que ce soit ce mécène-là, précisément, pour à la base ce type de public-là et dans cette institution-là. Donc, voilà ce que je peux en dire à mon niveau. Pour essayer, on arrive à la conclusion, une espèce de diagnostic à la fois du monde présent et du monde futur. Est-ce que d'après vous, à partir de vos expériences, on va vers plus d'intelligence collective ou moins d'intelligence collective? Je sais pas.
on espère. Il n'est pas sûr, moi je ne suis pas sûr que même dans l'histoire, aujourd'hui on soit réellement plus collectif qu'avant. Là tout à l'heure on parlait de leader. Moi je pense que le mot leader n'est pas automatiquement le bon mot, personnellement. Et même dans une entreprise, il faut quelqu'un effectivement qui amène, mais il ne faut pas couper le dialogue. Et souvent, dans l'esprit de beaucoup de leaders, par une grande voix, par ce qu'on veut, on peut couper le dialogue. Et dès qu'on coupe le dialogue, on coupe l'esprit collectif. Moi j'ai fait une partie de mes études en Hollande, et chaque fois que je retourne en Hollande aujourd'hui, qui n'est pas automatiquement le plus beau pays du monde, on ne mange pas très très bien, etc. Mais en termes de brainstorming, moi quand je suis arrivé, j'avoue que à Aix-en-Provence, j'ai étudié l'économie à côté, j'étais la première génération d'étudiants en Erasmus, et j'avoue que c'était un choc, parce qu'on voyait effectivement des manières de penser totalement différentes. Et lorsque je vais donc en Hollande, dans les entreprises, il y a un dialogue entre les salariés, une pensée de toujours être de penser à l'avenir qui est assez très importante. Alors ils sont très businessmen par rapport à des Français. C'est la réussite, c'est la vente, etc. Mais il y a un esprit collectif important. Je trouve que souvent en France, et notamment dans le Sud, j'ai tellement eu de remarques, un leader, c'est celui qui commande, qui sait se commander, qui est pratiquement l'empereur romain. Et je pense que on a quand même malgré tout ça en France, on le voit même au niveau présidentiel. On peut parler de collectif, on peut parler mais c'est vraiment, je pense, des attitudes. Et je sais que dans mon syndicat, par exemple, un des syndicats que je dirige, qui est le SDM, qui est le plus gros syndicat au sein de l'UMF, j'ai pu faire venir des personnes qui ne souhaitaient pas venir au syndicat uniquement parce qu'on a changé la manière de parler. Donc on en a un notamment, vous devez connaître, qui s'appelle Denis Lyotard. Il y en a d'autres, Philippe Adacta, qui ne venaient pas avant parce qu'automatiquement il y avait un leader qui parlait, et c'était uniquement lui qui décidait. Et là, en écoutant les autres, en étant peut-être d'un certain côté leader, mais en prenant conscience qu'on n'a pas qu'une seule voix, qu'on doit porter différentes voix, on doit respecter ces voix, et je pense que ça c'est important. Et dans le sud de la France, c'est pas automatiquement facile. On est parfois en lien avec des organisations politiques, on va dire, ou économiques, administratives, et c'est pas toujours facile de parler de collectif. La même question, il y a plus ou moins d'intelligence collective dans votre domaine? Ouais, moi je vais répondre assez rapidement en fait, tout simplement. Il y a deux mondes dans le sport collectif aujourd'hui, c'est le monde professionnel et le monde amateur. Et le monde professionnel tend justement vers cette intelligence individuelle, parce que chacun pense à sa carrière, des carrières souvent courtes, durée de 7-8 ans à peu près. Et donc il est évident du coup, Michel ne voulait pas que je dise du coup tout à l'heure. Du coup, non, ça signifie tout simplement que les joueurs pensent beaucoup à eux, que le collectif n'est pas forcément leur priorité, mais leur priorité reste leur gestion de carrière, tout simplement. Et on retrouve davantage d'intelligence collective sur le sport amateur où les gens sont là pour de vrais projets sur le long terme. Voilà. Non, je prends celui-ci. Merci. Moi, je me lance. Moi, je pense que oui, on va vers plus de collectif, d'intelligence collective. Je dirais même qu'on va de plus en plus vers de l'économie collaborative, parce que l'économie collaborative, c'est la métamorphose qui attend les... Je parle du monde entrepreneurial, évidemment, puisque c'est peut-être celui que je connais le mieux. Dans d'autres sphères universitaires ou culturelles ou autres, même sportives, je pense que ça s'opère aussi, mais de manière différente. Je ne reviendrai pas sur la notion de leader, parce que j'entends les arguments de mon collègue de l'UMF, mais le leader n'est pas forcément despote. Il est aujourd'hui, s'il est légitime, ou en tout cas porté à la tête du projet, quel qu'il soit, entrepreneurial, associatif, culturel, sportif, c'est parce qu'il a une certaine légitimité, et que s'il s'appuie là-dessus, bien il aura non pas les mains libres pour faire comme il veut et diriger.
je connais très bien Denis Lyotard et je sais très bien comment il raisonne. Non, je crois que, d'ailleurs, la forte tendance du Web 3.0, elle est là. C'est bien un web plus collaboratif, plus ouvert, plus responsable, plus raisonné, et donc où le partage est quand même, je pense, la valeur principale. Donc si on raisonne comme ça, oui, je pense que, pour répondre à votre question, on va aller de plus en plus vers de l'intelligence collective et collaborative. Et dans le monde muséal, Votre question, en fait, elle m'a fait penser à... C'est un rapport qui a été commandé en fait, par le ministère de la Culture il y a quelques années sur les musées. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, c'était le musée de demain, quelque chose comme ça. Et il y avait des études qui avaient été menées à travers tout le territoire, dans les différents musées, pour voir en quoi ils étaient innovants, qu'est-ce qu'ils apportaient. Et un des 3 axes majeurs, c'était le musée participatif. Et je pense qu'il y a vraiment une incitation à ça et une raison d'être à ça aujourd'hui. Donc le musée participatif, c'est par exemple de proposer du mécénat participatif aux citoyens, ou leur proposer de voter pour les œuvres qu'ils aimeraient voir sortir des réserves, ou voir être... ouais, voilà. Et en argumentant, en se demandant finalement en quoi cette œuvre ferait sens pour moi, pourquoi est-ce que je voudrais qu'elle soit là. Ensuite, il y a aussi le participatif, il s'incarne aussi dans la constitution de collections. Par exemple, le musée a lancé cette campagne de collectionner, en fait, appel à projet, des objets représentatifs du confinement. Donc chacun peut participer à ça. Le musée de l'immigration a fait la même chose aussi. Donc avec des migrants, on donnait des objets qui ont intégré la collection, qui n'en sortiront jamais et qui sont présentés au cours d'expositions. On invite des gens, des citoyens aussi, des groupes de citoyens, à réfléchir sur comment on fait une exposition, à quelle fin. Et le dernier exemple qui me vient en tête, c'est des Fab Labs, qui sont des lieux où on va proposer des prototypes de médiation culturelle pour que les gens testent, disent leur expérience de ça et qu'est-ce qu'eux ils proposeraient et qu'est-ce qu'eux ils attendraient en fait en termes de médiation. Et je pense que c'est quelque chose qui se développe et que ça a vraiment du sens aujourd'hui dans l'idée là encore de décloisonner la culture, de faire que le musée on se l'approprie et qu'il fasse sens pour nous, quoi. C'est pas juste la sortie du dimanche, c'est quelque chose qui doit s'incarner à travers chacun en fait, dans une dimension citoyenne. très belle conclusion. Il nous reste quelques petites minutes. Si certaines questions, certains commentaires viennent aux lèvres, c'est le moment de les poser. Juste la question à savoir s'il y avait des expériences au niveau de l'intelligence collective portée par les étudiants. Voilà, s'il y avait une dynamique autour de ces pratiques-là, ne serait-ce que pour préparer nos futurs professionnels dans les différents champs, à pratiquer ensemble et avoir un regard commun sur des enjeux qui parfois aujourd'hui nous dépassent et quand ils auront peu la main en termes de proposition et d'élaboration. Donc, je me permets de vous répondre, pardon, de prendre la parole. Tout à l'heure, en fait, j'ai cité un projet qui s'appelle Comics and Digital, financé par... non, moi j'aime bien le financé par l'Europe, toujours, c'est un financement Erasmus+. Et en fait, c'est des formations qui sont proposées à des étudiants en design graphique, illustration, bande dessinée, art plastique, pour travailler en collectif, travailler à l'international, en situation multilingue et avec du numérique. Et donc, dans ce projet-là, il y a des Français, des Italiens, des Espagnols et des Turcs. La conclusion, on n'a pas fini, hein, il nous reste encore 1 an. Mais on a déjà fait, on a fait 1 an sous Covid par Zoom. On a fait l'année dernière 1 an super où on a passé des semaines à l'étranger.
Et en gros, ces étudiants, pendant la période Covid, ils étaient obligés de se mettre par 10, donc en restant dans leur groupe de départ pour créer une bande dessinée, même quand ce n'étaient pas des spécialistes de bande dessinée. Et la deuxième année, quand ils sont venus à Marseille, mettons, les Italiens ont dû faire le trailer de la bande dessinée des Espagnols, les Français, celle des Turcs et vice-versa. Voilà. Quand ils sont allés à Naples, ils ont dû faire un making-of d'une autre équipe. Et quand on était en Turquie, ils ont dû faire ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire ils ont créé en fait des posters animés sur le projet des autres. Donc ça les obligeait d'abord à apprendre à travailler entre eux, en collectif. C'est pas évident, c'est un peu comme pour certains sports co, c'est-à-dire qu'il faut les convaincre que l'intelligence collective, ça va pas détruire leur individualité, parce que c'est des créatifs. Eux, ils vont devoir se vendre sur le marché du travail comme je suis l'auteur machin. Et on n'a même pas eu besoin de leur dire, en fait, déjà à la fin de l'année dernière, c'est eux qui nous disaient ok, en fait, je vais devenir machin parce que j'aurais participé à certains projets collectifs et c'est comme ça que j'aime vendre. Bon, après, là où on les a un petit peu convaincus, c'est que Martine Sousse elle leur a bien expliqué ce que c'est de travailler en collectif à l'international sur des projets numériques. Et donc là, on n'y échappe pas, c'est leur avenir. Bon, voilà, c'était pour dire. Les retours sont surprenants parce que les Turcs, quand ils ont été interviewés par leur télé universitaire, ils ont dit que les Français, c'est bizarre qu'on puisse paraître, leur avaient donné une leçon sur le collectif. Bon, j'ai évoqué les business games tout à l'heure. C'est dommage parce qu'effectivement, d'ailleurs, Pépite, tiens, pour prendre l'exemple de Pépite, là on a un paquet d'exemples d'étudiants qui ont participé à des séances d'intelligence collective, qui auraient pu témoigner d'ailleurs. On aurait pu peut-être les inviter et leur demander comment ils ont ressenti et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Est-ce qu'ils ont grandi avec ce type d'expérience et j'ai plein d'autres exemples, je dois être bref, mais dans tous les cas, votre remarque est très pertinente et je pense qu'on aurait pu penser à les faire contribuer à cette réflexion et à cette table ronde. Oui, je voulais témoigner par rapport au projet que je présentais. C'est des étudiants en Master 2 qui le mènent, qui le mettent en œuvre. Et on fait ce qu'on appelle des Pro Action Café, où on mélange les licences, les Master 1 et les Master 2. Ils doivent pitcher leur projet et ils bénéficient du jus de cerveau de 60 étudiants en même temps. Pardon ? Plus les enseignants qui sont comme ça. Donc là, c'est des pratiques d'intelligence collective. Et les Master 2 animent des comités d'usagers. L'année dernière, pour la crier, ils mettent en place des séances d'intelligence collective où ils invitent des usagers de la crier, en l'occurrence, à imaginer avec eux des outils de médiation culturelle indirects. Donc là, ils sont pratiquants et puis ils sont aussi concepteurs de séances en intelligence collective. Donc oui, ils le mettent en pratique. Merci à tous pour tous ces exemples d'interaction entre les universitaires, le monde socio-économique, nos étudiants, la recherche, c'est extrêmement riche. Dans la prochaine édition, nous parlerons pour l'année olympique des lettres et du sport.